Bien. Alors la présentation, en fait le séminaire que je vais animer ce matin, en fait ce matin et cet après-midi, ça concerne d'abord en fait l'intelligence artificielle et particulièrement donc on va s'intéresser à la mise en œuvre des frameworks de machine et deep learning, principalement pour les applications web, mobiles et systèmes embarqués. Alors en fait l'intelligence artificielle, ça concerne tout le monde est concerné par ça, quelle que soit votre discipline. Alors il y en a parmi vous ceux qui vont peut-être faire des informaticiens qui font de la programmation, qui créent des applications. Il y en a d'autres qui vont utiliser donc le principe de machine learning et deep learning donc avec un certain nombre d'outils. En fait, l'objectif principal de cette présentation, c'est de vous montrer qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, en tout cas, dans l'évolution dans cet écosystème des frameworks de machine et deep learning. Et particulièrement, on va s'intéresser à deux cas qui nous intéressent, notamment les frameworks Deep Learning 4J pour notamment l'écosystème des applications Java et TensorFlow JS pour les applications JavaScript. Alors vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que sans doute la majorité de ceux qui pratiquent déjà machine learning, on croit toujours que machine learning, deep learning, il est lié à Python comme langage de base qui était très utilisé, en tout cas qui est encore utilisé. Mais en fait, ça ces dernières années, il y a une grande évolution qui se fait et je crois que nous-mêmes, on a besoin de nous préparer pour l'avenir. Donc c'est la raison pour laquelle c'est dans ce contexte où s'inscrit donc c'est-à-dire ce séminaire. Bien. C'est quoi ça? Le cercle. Alors, donc c'est juste ce que vous voyez à droite. C'est ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle. Alors en fait, les algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors tous les gens qui pratiquent ce domaine, ils vont vous dire tout simplement il n'y a rien de nouveau. Parce qu'en fait, ces algorithmes, la majorité des algorithmes qu'on utilise, ça datait depuis très longtemps. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais après, on se pose souvent la question. Alors qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'à un moment donné, c'est-à-dire cette vague de l'intelligence artificielle s'est arrêtée dans un certain nombre d'années et que ces dernières années, donc on voit cette vague qui envahit tous les domaines, notamment d'application. C'est pour cela, en fait, à un moment donné, je vais vous parler d'un certain nombre de concepts qui sont liés en quelque sorte à ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle. Donc à savoir les systèmes parallèles et distribués. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. C'est grâce à l'évolution qui s'est faite dans les architectures parallèles et distribuées qu'on commence maintenant à avoir des applications assez pratiques. Les applications mobiles, IoT, Big Data, les algorithmes de machine et deep learning, il y a une évolution. Il y a également beaucoup de frameworks de machine et deep learning qui ont été créés. Il y a une évolution au niveau du cloud computing, au niveau des réseaux de télécommunications, mais également il y a bien sûr grâce à l'écosystème de l'open source, ce qui fait que l'évolution s'est faite assez rapidement ces dernières années. Alors, donc ça c'est on va dire c'est en quelque sorte c'est les catalyseurs de l'intelligence artificielle. Tout simplement c'est au service de l'être humain, c'est-à-dire au service de l'homme. Donc, on va utiliser donc toute cette évolution technologique, toutes ces évolutions, c'est pour d'abord créer des applications au service de l'homme. Et du coup, donc, on va trouver beaucoup d'applications. Il y a des applications dans le domaine de l'éducation. Donc, même le projet dans lequel s'inscrit donc cette présentation, donc, il est lié au domaine de l'éducation, secteur de la santé, l'agriculture, le transport, la sécurité, le divertissement, la justice, l'environnement. Donc pratiquement, aujourd'hui, donc si vous regardez bien autour de vous-même, vous trouverez toujours beaucoup d'applications que vous pouvez faire, dans lesquelles vous exploitez donc bien sûr ces concepts c'est-à-dire de machine et deep learning. Alors, donc ça c'est d'abord dans un premier temps, si vous voulez.
Je vais d'abord m'intéresser à un certain nombre de concepts. Alors, je sais que vous n'avez pas tous les mêmes prérequis, donc il y a un certain nombre de choses que je vais rappeler. Je vais situer un petit peu l'écosystème d'une manière générale. Et bien sûr, donc, même si on répète un certain nombre de choses, donc ça fera toujours du bien. Et après, par la suite, on va passer vers l'écosystème, bien sûr, des catalyseurs de l'intelligence artificielle. Et par la suite, je vais parler des frameworks de machine et deep learning. Et je terminerai par la mise en œuvre, particulièrement donc Deep Learning 4J et TensorFlow.js. Alors d'abord, l'intelligence artificielle, donc c'est une grande discipline. Donc c'est quoi l'objectif de l'intelligence artificielle? C'est chercher à doter les systèmes informatiques des capacités intellectuelles plutôt comparables à celles des êtres humains. Donc on a toujours essayé de reproduire, c'est-à-dire la pensée de l'homme et parfois le comportement des animaux. Donc on voudrait produire des systèmes logiciels qui sont capables d'imiter le comportement humain. Alors, on n'arrivera jamais, ça c'est quelque chose, on n'arrivera jamais à imiter pratiquement tout ce que l'être humain peut bien sûr faire en tant qu'être humain, mais il y a une grande évolution qui s'est faite ces dernières années, ce qui fait vraiment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on embarque dans cette vague qui est importante. Alors en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle particulièrement de l'intelligence artificielle distribuée. Alors l'une des caractéristiques, c'est que on ne peut pas créer une seule application, n'est pas capable d'apprendre, n'est pas capable toute seule d'apprendre comme un être humain, c'est-à-dire d'apprendre à faire beaucoup de choses. Donc on a souvent besoin de décomposer le système en plusieurs applications distribuées. Chaque application va se spécialiser dans un domaine précis et par la suite, finalement, on va exploiter ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc ça c'est principalement. Alors donc dans l'intelligence artificielle distribuée, donc il y a deux choses. Il y a l'intelligence artificielle. Alors, en fait, l'intelligence artificielle, elle cherche à doter les agents, c'est-à-dire modéliser le savoir et le comportement des agents. Donc, vous avez un penseur isolé, quelque part. Donc, on va essayer donc de le programmer de façon à ce qu'il apprenne à faire un certain nombre de choses. Et après, il y a la distribution. Alors, la distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, donc, vous avez plusieurs agents distribués. Et après, on va essayer donc d'exploiter donc cette intelligence collective de façon à ce que l'on puisse résoudre des problèmes assez complexes. Alors d'ailleurs, c'était même depuis 1985, ça date de très longtemps, il y a une approche qui est très en fait, importante dans les systèmes intelligents d'une manière générale, c'est les systèmes multi-agents. En fait, les systèmes multi-agents, c'est quelque chose qui consiste à quoi? C'est à créer une application sous forme d'un ensemble d'agents. C'est une application logicielle. Alors chaque agent, d'une manière générale, évolue dans un environnement. Il est en interaction avec l'environnement, parce qu'il doit être capable d'interagir avec d'autres agents. Donc, communiquer comme l'être humain, on vit dans un environnement, on interagit avec d'autres agents de l'environnement, et selon une organisation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les trois dimensions, soi-disant, d'un agent. Donc, je suis dans un environnement, j'interagis avec l'environnement, mais bien sûr, selon une organisation. Et après, par la suite, on trouvera des applications qui utilisent des organisations hiérarchiques, des organisations multidimensionnelles. Donc, tout dépend des applications que vous allez créer d'une manière générale. Alors, en fait, dans les systèmes multi-agents, d'ailleurs, depuis longtemps, on a cherché à modéliser un certain nombre de comportements, à savoir la notion d'apprentissage. Donc, c'est l'objectif d'ailleurs de ce que nous allons faire aujourd'hui. Le raisonnement, la perception, la migration, l'interaction. La mémorisation, la conscience, l'intention, l'émotion, l'éthique, etc. Et même, c'est-à-dire la coordination motrice. En d'autres termes, tout ce que l'être humain est capable de faire d'une manière parfois inexplicable. Donc, on va essayer donc de le modéliser. On va chercher donc c'est-à-dire de doter des agents avec, c'est-à-dire des fonctionnalités qui permettent de représenter ces comportements. Alors ça, c'est juste une idée sur globalement l'intelligence artificielle. Alors en fait, les systèmes multi-agents, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Et la même chose, il y a beaucoup d'applications qui a exploité donc, ce concept des systèmes multi-agents. Mais c'est pareil, à un moment donné, ça n'a pas trop... c'est-à-dire, il y avait quand même un certain nombre
c'est-à-dire de contraintes qui font que c'était pas facile d'implémenter facilement donc ce concept du multi-agent dans les applications d'entreprise. Et la même chose c'est-à-dire avec l'évolution de cet écosystème, c'est-à-dire des catalyseurs de l'intelligence artificielle, on va dire c'est l'heure à jamais. C'est-à-dire que depuis quelques années, c'est l'ère où maintenant, c'est-à-dire cette approche multi-agent peut être implantée, peut être bien sûr utilisée comme modèle de développement pour les entreprises. Donc, ce qui fait que on aura l'occasion de voir comment exploiter tout ça. Alors en fait, l'intelligence artificielle, c'est une grande discipline qui inclut beaucoup de choses. Alors parmi les disciplines c'est-à-dire inclus dans l'intelligence artificielle, il y a machine learning, l'apprentissage automatique. Alors pour faire du machine learning, donc en principe, il y a beaucoup d'algorithmes qui étaient utilisés. Donc forcément, les gens qui ont déjà travaillé dans ce domaine, SVM, Random Forest, K-means, régression, linéaire, etc. Il y a beaucoup d'algorithmes, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés à ce niveau-là. Mais parmi les algorithmes, donc il y a beaucoup d'algorithmes, parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. C'est-à-dire que les réseaux de neurones, c'est l'un des algorithmes qui sont utilisés pour machine learning. Alors, quand on utilise en fait, c'est-à-dire ces algorithmes d'apprentissage, de machine learning, on va dire ils sont classés par catégorie. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Alors, dans l'apprentissage supervisé, ça consiste à quoi? Ça consiste à apprendre à travers des exemples. Apprendre à travers des exemples. C'est-à-dire, vous avez un dataset dans lequel vous avez les entrées et les sorties connues. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un expert qui permet de nous donner un certain nombre d'exemples. Pour telle, par exemple, entrée, voilà la sortie. Pour telle entrée, voilà la sortie. Donc, on doit disposer donc, de ces données-là. Alors, par la suite, donc, l'algorithme qu'on va utiliser, que ce soit réseau de neurones ou autre, donc on va l'entraîner en utilisant donc, ce dataset pour lui permettre de déterminer la corrélation qui existe entre les entrées et les sorties. Donc, c'est-à-dire mathématiquement parlant, c'est comme s'il s'agit de trouver quelle est la formule mathématique qui va lier les entrées et la sortie. Alors, il y a des cas, on peut trouver cette formule mathématique, il y a des cas très simples, mais d'une manière générale, on ne pourra jamais trouver mathématiquement une formule qui permet donc de représenter donc c'est-à-dire le problème. Alors, c'est la raison pour laquelle on a besoin des algorithmes qui permettent de trouver la manière avec laquelle on peut faire cette corrélation entre les entrées et les sorties. Alors ça, c'est l'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, c'est apprendre avec des exemples. Alors généralement, nous, on apprend beaucoup parfois avec des exemples. L'apprentissage supervisé, c'est comme si vous voulez... Bon, il y a des enseignants ici, par exemple, c'est comme si vous voulez faire un cours, vous venez vous donner aux étudiants des exercices. Vous leur dites, exercice 1, voilà la solution. Exercice 2, voilà la solution. Exercice 5, voilà la solution. Donc, vous donnez des exercices avec solution. Mais après, vous lui donnez 5 exercices, mais lui, il doit être capable, à travers ces exercices, c'est-à-dire ces exercices-là, de comprendre comment fonctionne, c'est-à-dire comment résoudre les problèmes. Et dans ce cas-là, quand je lui donne un exercice qui ne fait pas partie des exercices, il doit être capable de le résoudre. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle la prédiction. Donc la prédiction, c'est quoi? C'est que j'ai une entrée dont je ne connais pas la réponse. Mon algorithme, donc, il doit être capable donc, de me fournir la réponse. Donc ça, c'est l'apprentissage supervisé. Alors, il y a un autre type d'apprentissage qui est très utilisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors, dans l'apprentissage par renforcement, donc, c'est apprendre par l'expérience. Donc, vous voyez, donc même l'être humain, c'est pratiquement, il apprend soit par des exemples, soit par l'expérience. Alors, vous prenez un enfant. Un enfant, quand il ne peut pas apprendre avec des exemples parce que si vous lui dites ne fais pas ça, fais ça, il ne va pas comprendre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va se déplacer, il essaie d'agir sur l'environnement. Il va agir sur l'environnement et l'environnement va lui donner une récompense. Ça peut être soit positive ou bien négative. Parfois, il peut se faire mal. Alors, généralement, agir sur l'environnement vous donne une récompense. Et grâce à ce système de récompense, vous allez construire ce qu'on appelle une table d'apprentissage. Et à partir de cette table d'apprentissage,
Quand un agent se trouve dans l'environnement, il va être capable de choisir quelle est l'action, on va dire, optimale à prendre. Quelle est la meilleure action optimale à prendre dans une situation donnée. Alors, parmi les algorithmes d'apprentissage par renforcement, il y a un algorithme qui s'appelle T-Learning. Donc, je vous invite à l'explorer. C'est très, très utilisé, c'est-à-dire dans les applications. Mais globalement, donc on va dire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste vous allez retenir que vous avez l'intelligence artificielle, il inclut, donc machine learning, c'est une discipline dans le cadre de l'intelligence artificielle. Machine learning inclut, donc il y a des algorithmes. Parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Et tous ces algorithmes-là peuvent être classifiés, donc soit dans l'apprentissage supervisé, c'est l'apprentissage par des exemples étiquetés, et l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire apprendre par l'expérience. Mais bien sûr, pour les gens qui travaillent dans le domaine, il y a un autre type d'apprentissage, c'est l'apprentissage non supervisé. Exactement. Alors, dans l'apprentissage non supervisé, nous avons un ensemble de données, mais on n'a pas les outputs, on n'a pas les étiquettes. C'est des données non étiquetées. Alors, il y a des algorithmes qui sont capables de chercher, à travers ces données, de faire ce qu'on appelle un clustering, c'est-à-dire retrouver facilement les différentes classes ou bien les différents groupes. Alors, parmi ces algorithmes, il y a K-means. Alors, K-means, c'est l'un des algorithmes qui utilise le principe de l'apprentissage non supervisé. D'accord? Mais après, il y a un quatrième type d'apprentissage, c'est semi-supervisé. Alors, semi-supervisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie des données étiquetées, j'ai les inputs et les outputs, mais j'ai une autre partie de données non étiquetées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser les données étiquetées pour entraîner le modèle. Ensuite, on va lui donner les données étiquetées pour qu'il fasse la prédiction des outputs. Et après, on reprend toutes les données pour entraîner à nouveau le modèle. C'est-à-dire, on va combiner entre la partie apprentissage supervisé et non supervisé. Alors, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, dans notre cas, c'est on presse l'apprentissage supervisé parce qu'on va travailler avec les réseaux de neurones. Mais également, donc, vous devrez juste savoir que dans beaucoup d'applications, actuellement, on combine les deux. C'est-à-dire, on va combiner l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors, en principe, quand on utilise les réseaux de neurones, principalement, quand il y a deux types de problèmes. Vous avez des problèmes parfois dont le nombre d'entrées n'est pas très important. Alors, donc je vais vous montrer tout à l'heure un exemple. Et dans ce cas-là, donc on n'a pas besoin de créer beaucoup de couches dans le réseau de neurones, c'est-à-dire on n'a pas besoin de créer beaucoup de couches pour trouver le modèle qui représente cette réalité. Mais par contre, il y a des cas. Par exemple, je prends le cas des images. Alors, pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'imagerie, signal, vidéo, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que une image, c'est quoi? Bon, une image, c'est un ensemble de pixels. Prenez par exemple une image 500 x 400 pixels, ça fait déjà 200 000 pixels. 200 000. Alors maintenant, on voudrait créer un modèle, un réseau de neurones qui est capable d'apprendre, de reconnaître les images, de reconnaître les formes ou bien de reconnaître les objets. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'un réseau de neurones auquel on va donner en fait combien d'entrées? 200 000 entrées. Alors vous voyez donc 200 000 entrées, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Alors quand on travaille avec le cas des images, donc en principe, je vais revenir tout à l'heure en détail sur ça, une seule couche de neurones n'est pas suffisante. On n'est pas capable de déterminer la corrélation, reconnaître les caractéristiques des formes en utilisant une seule couche. Donc, on va voir, on a besoin de créer beaucoup de couches de neurones. Et dans ce cas-là, on crée ce qu'on appelle un réseau profond. C'est un réseau de neurones profond, c'est-à-dire dans lequel on va avoir beaucoup de couches. Alors, quand on est dans ce genre de situation, on va parler de ce qu'on appelle deep learning. Alors, vous voyez donc, deep learning, c'est quoi? Deep learning, c'est-à-dire le machine learning inclut le deep learning. Alors quand vous dites machine learning, donc ça peut être n'importe quel problème, et deep learning c'est uniquement du machine learning, mais pour des applications où
notamment le nombre d'entrées est important et le nombre de couches de neurones devient excessivement important. Dans ce cas-là, on va parler de deep learning. Donc, à chaque fois qu'on parle de deep learning, forcément, on est dans des problématiques comme l'image, comme vidéo, comme les animations 3D, les jeux, etc. Donc, forcément, on va voir qu'il y a beaucoup d'applications à ce niveau-là. Alors, pour faire du deep learning, donc, tout à l'heure, bon, je vais vous parler un petit peu pour les gens qui ne le connaissent pas, donc le concept de base des réseaux de neurones, c'est important. Mais depuis quelques années, il y a un certain nombre d'algorithmes de deep learning qui se sont très développés et qui ont pratiquement produit des résultats exceptionnels. C'est des résultats parfois inattendus. Principalement, les algorithmes des réseaux de neurones qu'il faut connaître, c'est les réseaux de neurones à convolution, CNN, et les réseaux de neurones récurrents, RNN. Alors, en fait, principalement, ça c'est quelque chose, au niveau de la recherche en tout cas, toutes les applications qui utilisent Deep Learning, ils font appel soit CNN, RNN, parfois la combinaison, et après, il y a d'autres algorithmes dont j'aurai l'occasion de vous parler, mais c'est juste pour vous donner une idée. Est-ce que c'est clair? Intelligence artificielle, machine learning. Dans machine learning, il y a beaucoup d'algorithmes. Parmi les algorithmes, il y a les réseaux de neurones. Et dans machine learning, il y a deep learning. Alors maintenant, est-ce que deep learning, on peut le faire avec un algorithme autre que les réseaux de neurones? Non. Donc, vous voyez, donc, quand vous dites deep learning, automatiquement, on est dans les réseaux de neurones. Quand on est dans machine learning, ça peut être les réseaux de neurones, ça peut être un autre algorithme. Alors, j'ai voulu en fait s'arrêter à ce niveau-là, juste déjà pour les gens qui ont cette confusion, faites la différence entre les différentes choses. Alors maintenant, il y a des applications, comme par exemple la voiture autonome. Vous savez que l'avenir de la sécurité routière, en fait, c'est la voiture autonome, c'est une réalité. Il y a des voitures maintenant qui sont autonomes. Par exemple, une voiture autonome, quelles sont les techniques d'apprentissage? Il utilise Deep Learning parce qu'il a besoin, il y a des caméras, donc il y a en fait des lidars, des caméras. On a besoin de reconnaître l'environnement, les obstacles, etc. Ça, c'est Deep Learning. Mais en même temps, on utilise l'apprentissage par renforcement. Ça veut dire qu'on va utiliser les deux, Deep Learning et apprentissage par renforcement. Et dans ce cas-là, on va parler de Deep Reinforcement Learning. Donc, quand on parle Deep Reinforcement Learning, ça veut dire que vous êtes en train d'utiliser l'apprentissage supervisé Deep Learning, mais en même temps, vous êtes en train d'utiliser donc Reinforcement Learning. Bon, par exemple, le Key Learning, ça peut être un autre algorithme. C'est clair? Alors, qui n'a jamais fait du machine learning? N'hésitez pas. Donc, je voulais juste... Okay. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait du machine learning, regardez cet exemple. J'ai un exemple très simple juste pour vous expliquer. Bon. Alors, je vais, on va dire, redémarrer le système. On va revenir à zéro. Pour les gens qui ont déjà fait ça, vous pouvez fermer vos yeux, vos oreilles, c'est pas un problème. Alors, imaginez que vous êtes par exemple un botaniste et que vous vous intéressez à déterminer la relation qui existe entre le diamètre et la hauteur des arbres. Vous savez, un arbre, il y a le diamètre et la hauteur. Alors vous voulez savoir est-ce qu'il y a une relation qui existe entre le diamètre et la hauteur. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à prendre des mesures. Vous avez un certain nombre d'arbres, vous mesurez le diamètre, par exemple 10 cm, combien, et vous mesurez la hauteur. Alors vous le faites pour plusieurs exemples. Alors si vous avez fait ça, c'est que vous avez créé un dataset. Donc ça, c'est les exemples qu'on va utiliser pour entraîner le modèle, pour faire l'apprentissage. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez même fait au collège, que vous avez fait au primaire. Je crois même activement on le fait au primaire. C'est qu'on leur donne un certain nombre de mesures et après on va leur donner, retracer la courbe, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire. Alors si vous avez ces données-là, vous avez vite envie de faire quoi? Donc de représenter ces données graphiquement. Alors vous prenez par exemple un graphe dans lequel vous avez en abscisse c'est le diamètre et en ordonnée c'est la hauteur. Donc vous mettez les points et après vous regardez donc ça, vous avez, si par exemple ce cas-là, vous voyez que c'est presque une droite. Et donc vous allez chercher à déterminer quelle est la droite qui passe à côté de la majorité des points. Alors si vous avez déterminé cette droite-là,
Donc ça, c'est que vous avez fait l'entraînement. Vous avez créé un modèle. Alors, une fois que vous avez créé ce modèle, vous allez passer à la prédiction. La prédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons maintenant j'ai un arbre dont le diamètre est 19, que serait la hauteur? C'est très simple, parce que vous allez dire 19, là je trouve la hauteur. Alors, si vous avez fait ça, c'est que vous êtes en train de faire la prédiction. C'est-à-dire, à partir d'un exemple que le modèle n'a pas connu, ben, tout simplement, je suis capable de le déterminer. Mais c'est un phénomène non linéaire, par exemple. Oui, alors j'y arriverai. Alors je vous donne, c'est exprès, je reviens vraiment à un exemple linéaire, simple, etc., pour comprendre. Mais après, la réalité, c'est pas ça. Donc, vous suivez? Alors, si vous avez déterminé cette droite, c'est que vous avez créé un modèle. Alors, dans notre cas, le modèle, c'est quoi? C'est y égale à x plus b. Donc, vous avez un modèle, vous avez en fait deux paramètres a et b. Vous lui donnez x et après, il va vous donner y à la sortie. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi machine learning? Machine learning, c'est faire la même chose, mais avec des problèmes généralement plus complexes. C'est-à-dire presque la même chose, mais avec des problèmes plus complexes, parce que ça, c'est, vous pouvez dire c'est du machine learning, mais c'est juste basique. Alors, il y a deux phases. Il y a la phase d'apprentissage, c'est-à-dire chercher les valeurs de A et B qui permettent de définir la droite qui colle au nuage de points. Alors, si vous trouvez cette droite qui colle au nuage de points, c'est que vous avez fait l'apprentissage. Et après, il y a la prédiction. Alors, la prédiction, ça veut dire pour une entrée X quelconque, le modèle doit être capable de calculer la sortie Y. Alors maintenant, parlons algorithme. C'est le même exemple. Si vous voulez créer un algorithme qui permet de retrouver la valeur de A et B, alors si vous savez que c'est AX plus B, vous savez, l'équation c'est très simple. Deux exemples, c'est suffisant pour déterminer la valeur d'A et B. Supposons on ne sait pas est-ce qu'il s'agit d'une droite. Alors, comment déterminer la valeur de A et B qui permet donc de représenter son modèle? Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, je suis en train de banaliser l'algorithme des réseaux de neurones. C'est juste que vous arriverez à comprendre parce que par la suite, je vais parler de beaucoup de termes techniques. Alors, pour les gens qui n'ont jamais fait ça, donc c'est bien de voir cet exemple-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez que votre modèle, c'est une machine qui dispose de deux boutons. Il y a un bouton A, trouver le bon réglage de A, et un bouton B, trouver le bon réglage de B, qui permet de représenter son modèle. Alors, d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre d'abord des valeurs initiales de A et B. Donc, au départ, vous partez avec des valeurs quelconques. Ensuite, pour chaque ligne, vous prenez chaque ligne de votre dataset, vous donnez à votre modèle la valeur de x, par exemple 10, et vous regardez, bien sûr, votre modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ax plus b, il va vous donner une sortie y, n'est-ce pas? Et vous allez constater la sortie y. Donc vous avez une sortie y, et après cette sortie y, vous allez la comparer avec la sortie attendue. Donc j'ai une sortie y, je devrais la comparer avec la sortie attendue. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez calculer l'erreur. Donc la sortie y que j'ai obtenue, moins la sortie que je devrais obtenir, ça me donne une erreur. Alors maintenant, il va falloir régler les boutons jusqu'à ce que cette erreur soit 0, soit presque nulle. Donc c'est-à-dire, en fait, minimiser l'erreur. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire tourner, alors imaginez que vous ne savez pas, vous êtes un artisan, vous voulez le faire d'une manière un peu aléatoire, vous allez commencer à faire n'importe quoi, vous réglez les paramètres, jusqu'à ce que la sortie vous donne 0, et vous dites, j'ai réglé mon paramètre, mais après vous allez passer à l'exemple suivant, c'est-à-dire vous allez passer à l'année suivante et vous faites la même chose. C'est-à-dire vous allez encore donner la valeur de x, vous constatez la sortie, vous faites la différence, il y a une erreur, il faut encore régler les boutons de façon à minimiser l'erreur. Alors sans doute déjà vous commencez à voir un peu, c'est assez complexe, n'est-ce pas? C'est-à-dire si vous n'avez pas des concepts de mathématiques, d'algorithmique, vous allez passer beaucoup de temps à faire vos réglages d'une manière, on va dire, aléatoire. Alors vous allez faire ça pour tous les exemples. Mais quand vous aurez terminé pour tous les exemples, ça ne veut pas dire que c'est fini. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous passez un exemple, vous êtes en train de changer le réglage. Peut-être ça ne va pas marcher pour l'autre exemple, n'est-ce pas? Vous avez constaté ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une nouvelle époque. Époque, ça veut dire quoi? Je vais reprendre dès le premier. Je vais regarder le premier à nouveau. Je règle le deuxième, etc. Donc je vais faire ça plusieurs fois.
Donc, et à chaque fois que j'entraîne mon modèle en utilisant les exemples, on va parler de ce qu'on appelle une époque. Une époque d'apprentissage, c'est une période d'optimisation. Ok? Et vous faites ça jusqu'à ce que vous trouvez le bon réglage. Alors, vous imaginez que ça, c'est un peu assez lourd. Déjà, si un artisan veut faire ce genre de travail, c'est assez complexe. Mais avec un peu de mathématiques, en tout cas, avec un peu d'expérience, ben, il faut juste savoir que pour trouver le bon réglage, et bien, tout simplement, le bon réglage, c'est quoi? C'est que vous allez dire, vous avez une erreur que vous avez constatée. Ben, tout simplement, vous allez dire le réglage A égale à A, auquel je vais ajouter un delta A. Alors, c'est quoi ce delta A? C'est tout simplement, c'est l'entrée X que j'ai donnée, multiplié par l'erreur, et que je vais multiplier par un coefficient qui s'appelle la vitesse d'apprentissage. Ce coefficient mu, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage, c'est une valeur entre 0 et 1. Alors, tout à l'heure, on va beaucoup utiliser ce paramètre-là. Alors, si vous faites ça, c'est que déjà vous êtes en train d'utiliser, c'est une manière d'introduire un algorithme qui s'appelle la descente du gradient. Alors, vous savez que pour minimiser des fonctions à plusieurs variables, parmi les algorithmes, il y a ce qu'on appelle la descente du gradient. Alors, en principe, si vous vous inspirez de ça, vous allez trouver quelque chose assez basique comme ça. Alors, en tout cas, c'est pas ça, mais en tout cas, donc, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, je fais ce réglage. La même chose, donc, vous voyez, donc, mu, donc c'est la vitesse d'apprentissage, learning rate. Et vous faites la même chose pour B. Alors, la même chose pour B, vous allez dire B égale à B plus bêta fois l'erreur fois mu. Mais c'est quoi bêta? Bêta, en fait, il n'y a pas d'entrée, puisque ça devrait être X. Alors, dans ce cas-là, ben, on suppose que bêta égale à 1, parce que c'est une constante, n'est-ce pas? C'est AX plus B. Ok? Alors, en fait, B, c'est ce qu'on appelle le bias. Alors, dans le terme des réseaux neuronaux, les gens le connaissent, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, dans un neurone, il y a toujours le concept, c'est-à-dire du biais ou bien du bias, c'est-à-dire qui représente ce modèle. Alors maintenant, il y a une autre chose, un autre concept. Au lieu de régler les boutons A et B pour chaque exemple, ce qui serait, on va dire, un peu stupide, n'est-ce pas? Chaque exemple, je règle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de se lancer dans le réglage, je vais donner au modèle un certain nombre d'exemples. Vous constatez les erreurs pour chaque exemple. Et à partir de l'ensemble d'erreurs, donc, je devrais trouver le bon réglage qui fait fonctionner, qui va me coller pour tous les exemples. Alors, dans ce cas-là, donc, vous allez, au lieu de faire le réglage pour chaque exemple, on va le faire pour un certain nombre n d'exemples. Alors, le nombre n, c'est ce qu'on appelle batch size, c'est le batch. C'est quoi le batch? C'est-à-dire c'est le nombre d'exemples qu'on va donner au modèle avant de chercher à minimiser l'erreur. Alors forcément, les algorithmes de réseau de neurones, ils utilisent tous ces concepts. Alors, je n'ai pas parlé des réseaux de neurones, mais j'ai juste banalisé un petit peu le concept pour les gens qui n'ont jamais fait du machine learning. Alors en fait, mais pour les gens qui ont déjà fait les réseaux de neurones, c'est déjà ça. Alors c'est quoi un neurone? Alors pour les gens qui ne le connaissent pas, ben, un neurone artificiel, c'est une unité de calcul, ben, c'est une fonction mathématique très simple, très basique, qui cherche en fait, à imiter le comportement du neurone biologique. Alors, un neurone, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des entrées XI, ben, il fait deux opérations. La première, c'est qu'il va faire la somme pondérée. Bon, chaque entrée, elle est pondérée par un paramètre ou bien par un poids, ce qu'on appelle le poids synaptique, W. Donc, il va faire la sommation, c'est-à-dire, par exemple, ici, donc la somme, c'est quoi? C'est x1 fois W1 plus x2, W2, etc. Donc, il va faire la somme. D'abord, il fait une sommation. Et par la suite, il va appliquer à cette somme ce qu'on appelle une fonction d'activation. Alors, en fait, cette fonction d'activation, ben, ça peut être une simple fonction, par exemple, la fonction à seuil. Par exemple, si la somme est supérieure à un seuil, la sortie égale à 1, sinon égale à 0. Ça, c'est le comportement d'un simple neurone. Exactement, en fait, le neurone biologique, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reçoit des entrées à travers ses dendrites, à partir de d'autres neurones. Et après, il va émettre un signal. Il va émettre un signal vers les autres neurones en fonction, bien sûr, des entrées. Et bien sûr, chaque entrée, elle est pondérée par ce qu'on appelle un poids synaptique
Donc, l'idée principale, trouver le modèle de neurones, c'est-à-dire trouver quelles sont les valeurs des poids W1, W2 et W3 qui permettent donc de représenter le modèle. Donc ça, c'est l'idée d'un neurone. Donc c'est juste un rappel. Alors, après, bon, donc il faut juste connaître que les réseaux de neurones, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc le premier modèle de neurones qu'il faut également connaître dans la littérature, c'est le perceptron. Donc ça a été créé depuis 1957. Le perceptron, c'est quoi le principe? C'est que la même chose, donc c'est un modèle qui reçoit un ensemble d'entrées, XI. Donc il va faire une sommation, il va faire la somme et après il va appliquer une fonction d'activation. Alors bon, c'est maintenant les fonctions d'activation de chaque neurone. À un moment donné, quand vous allez créer votre modèle, c'est à vous de choisir quelle est la fonction d'activation à utiliser. Est-ce que vous allez utiliser un simple seuil? Est-ce que vous allez utiliser ce qu'on appelle une sigmoïde? C'est très connu. C'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Ça peut être Thénich, tangente hyperbolique. Rayleigh, ça c'est quelque chose qui est très utilisé dans le deep learning. Je vais revenir tout à l'heure. Par exemple, Thénich, il est très utilisé dans les réseaux de neurones récurrents. C'est très important. Rayleigh, c'est une fonction d'activation qui est très utilisée dans les réseaux de neurones à convolution. Le principe, c'est quoi? Si la valeur est inférieure à 0, elle reste 0. Si elle est supérieure à 0, elle va rester x. C'est-à-dire tout simplement, Rayleigh, qu'est-ce qu'il fait? Il va supprimer les valeurs négatives. Toutes les valeurs négatives, il va les remplacer par des zéros. Et là, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Alors après, dans le perceptron, bien sûr, donc on fait ça, mais dans la phase d'apprentissage, on calcule l'erreur, la même chose que tout à l'heure. La mise à jour des poids, il faut retrouver les poids. Chaque poids à l'instant t, c'est le poids à l'instant t moins 1 plus mu fois l'erreur, c'est-à-dire I mu, donc c'est la vitesse d'apprentissage. Donc c'est une valeur entre 0 et 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait le perceptron. Alors, votre collègue tout à l'heure, il a posé cette question. Alors, ça ne nécessite pas une droite. La réalité, ce mot, ce n'est pas des droites. Donc, ça, c'est clair. Donc, si vous avez, par exemple, un problème relativement assez complexe. Par exemple, je suis dans le domaine médical, je voudrais faire la prédiction du diabète. Alors, j'ai par exemple un dataset. Il y a un médecin spécialiste dans ce domaine qui va élaborer un dataset dans lequel, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner pour chaque individu. Il va donner donc le nombre de grossesses, le taux de glucose dans le sang, la pression du sang, l'épaisseur de la peau, le taux de l'insuline présent dans le sang, indice de masse corporelle et les antécédents du diabète, c'est-à-dire au niveau familial, et l'âge du patient. Donc vous voyez, donc ça c'est des colonnes. Et en output, qu'est-ce que j'ai? J'ai soit 0, soit 1. C'est-à-dire, est-ce que c'est diabète ou non? Donc ça c'est un dataset. Alors maintenant, si vous avez cet exemple-là, il est clair qu'avec un seul neurone, avec un modèle linéaire, on ne peut pas représenter ça. Avec une droite, on ne peut pas déterminer la corrélation qui va relier ça. Donc ça veut dire, on ne peut pas, avec un seul neurone, c'est-à-dire classique, donc on ne peut pas le faire. Donc on a besoin d'enchaîner beaucoup de neurones. Et dans ce cas-là, on a besoin de créer un réseau de neurones. Alors par exemple, ici, on peut utiliser un réseau de neurones dans lequel vous avez un ensemble de neurones en plusieurs couches. Ah oui, donc chaque neurone, il reçoit les entrées à partir, donc c'est-à-dire il va recevoir 8 entrées. Donc vous avez les inputs, le nombre d'entrées c'est 8. Et toutes les entrées, ils vont aller vers la première couche, c'est-à-dire le neurone qui reçoit donc les valeurs des 8 entrées. Il va faire la somme, il fait la fonction d'activation, il envoie encore la sortie vers la couche suivante, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et du coup, donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir 8 entrées, une sortie, 3 couches de neurones, la première, la deuxième, la troisième. Donc ça c'est des couches de neurones qu'on peut empiler si vous voulez. Vous avez donc la première couche, il y a 4 neurones, la deuxième, il y a 3 neurones, la troisième, il y a 1 neurone. Et après, si vous cherchez maintenant le nombre de poids, le nombre de connexions, alors si vous faites le calcul, c'est 8 fois 4 plus 4, c'est là, ça va vous donner 47. Donc ça veut dire que combien de boutons que vous allez avoir dans votre modèle à régler? 47. Alors maintenant, si vous avez 47 boutons, il vous faut chercher un algorithme qui est capable de retrouver le bon réglage. Et tout simplement, c'est là encore le génie des algorithmes qui sont utilisés à ce niveau-là. Alors parmi les algorithmes utilisés pour, c'est-à-dire retrouver les bons paramètres du modèle, les bons poids de votre réseau de neurones, il y a notamment Stochastic Gradient Descent.
Ça, c'est un algorithme qui est très utilisé. Bon, il utilise, bien sûr, le principe, c'est toujours comment minimiser l'erreur. C'est-à-dire comment trouver les bons paramètres qui va me donner une erreur plutôt proche de zéro pour tous les exemples. Donc, ça, alors, si vous cherchez dans la littérature, donc, vous trouverez donc, ces algorithmes SGD, Stochastic Gradient Descent, Adam, etc., etc., etc. Tout à l'heure, quand on va utiliser les frameworks, on va faire sortir tous ces algorithmes-là, donc il y en a beaucoup. Alors ça, c'est l'un des problèmes des réseaux de neurones. C'est en fait le Stochastic Gradient Descent, c'est-à-dire ce principe-là, on utilise ce qu'on appelle le principe de la rétropropagation du gradient. Je n'ai la rétropropagation du gradient. Ça veut dire que j'ai ici une sortie, une erreur. À partir de cette erreur, je dois calculer ces poids. Quels sont les poids qu'il faut? Je dois d'abord régler ces poids. Une fois que je règle ça, automatiquement, ça va me donner la sortie de ce neurone. Je dois retrouver les autres poids. Ça veut dire que je suis en train de faire ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Alors, ces algorithmes-là, donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est très ancien. C'est facilement, vous pouvez les utiliser pour pouvoir retrouver les bons paramétrages. Alors, ce qui fait que quand le nombre de couches est très important, ça prend beaucoup de temps dans l'apprentissage. Alors, c'est pour cela qu'en deep learning, alors si vous êtes dans un cas pareil, par exemple, si vous avez une image, vous voulez faire la reconnaissance des images. Vous voulez faire, par exemple, la reconnaissance des objets ou bien c'est-à-dire des formes. Il y a deux manières de faire. À l'époque, soit vous passez d'abord par une opération qui s'appelle l'abstraction de l'image. C'est-à-dire quoi? Il vous faut d'abord utiliser des algorithmes. Au lieu de donner tous les pixels au réseau de neurones, ce qui serait complètement fou, à l'époque c'était fou, parce que si vous donnez 1 million de pixels en entrée, vous faites les algorithmes, et il faut chercher la machine qui est capable de vous faire l'apprentissage. Alors parfois ça prend des dizaines, des mois. Vous faites tourner votre algorithme pendant des mois et des mois pour qu'il puisse retrouver les bons paramètres. Je vous parle de l'époque. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, les choses ne marchaient pas très bien. Ça veut dire que la puissance de calcul, c'est-à-dire les ordinateurs dont on disposait, les architectures dont on disposait à l'époque, n'étaient pas capables d'arriver à entraîner un modèle dans un temps qui est relativement raisonnable. Alors, donc qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on va utiliser des algorithmes, à partir de l'image, on va d'abord faire ce qu'on appelle l'extraction des caractéristiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va chercher d'abord des algorithmes qui va, à partir de l'image, je vais d'abord déterminer le nombre de roues. Bon, en imagerie, on peut bien, avec des filtres, déterminer dans l'image il y a combien de roues. J'ai par exemple, est-ce qu'il y a des vitres? Quelle est la forme? Est-ce qu'il y a un casque ou pas? Donc c'est-à-dire on va utiliser d'abord des algorithmes, c'est des experts en fait, c'est des algorithmes qui vont faire ce qu'on appelle l'abstraction de l'image. Et du coup donc à partir de l'image originale, là où il y a beaucoup de pixels, donc qu'est-ce que je vais extraire? Je vais d'abord extraire les caractéristiques de l'image. Est-ce qu'il y a les yeux? Est-ce qu'il y a des lunettes? Donc généralement on utilise des algorithmes, c'est ce qu'on appelle l'extraction des caractéristiques. Alors une fois que j'ai ces caractéristiques, alors après donc je n'ai plus dans mon modèle, je n'ai pas besoin de lui donner 1 million d'entrées. Ben, qu'est-ce que je lui donne en entrée? Le nombre de roues, est-ce qu'il y a des vitres, quelle est la forme, est-ce qu'il y a un casque, etc. Donc je lui donne juste les caractéristiques. Alors si on fait ça, ben, tout simplement on n'a pas besoin de passer vers Deep Learning. À l'époque d'ailleurs Deep Learning n'était pas connu. Donc c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire avant d'entraîner le modèle, il faut d'abord passer par des algorithmes, des experts qui vont permettre d'extraire les caractéristiques. Alors parfois l'expert ça peut être un être humain. C'est-à-dire votre algorithme, vous lui dites, vous regardez l'image, vous lui dites ça, il y a un casque, là il y a 4 roues. Je ne sais pas ce que c'est, mais tout ce que je sais, c'est il y a des choses. Donc ça c'est. Alors l'être humain, il est capable d'extraire les caractéristiques assez facilement, mais après, donc on va entraîner le modèle. Alors dans ce cas-là, ou bien tout simplement, on va passer vers Deep Learning. Deep Learning, ça veut dire que finalement, donc je n'ai pas besoin de passer par ces algorithmes d'extraction des caractéristiques. C'est le réseau de neurones lui-même qui va détecter ces caractéristiques. Donc c'est le réseau lui-même qui va déterminer est-ce qu'il y a des roues, est-ce qu'il n'y a pas des roues, quelles sont les différentes formes. Alors dans ce cas-là, on a besoin de créer beaucoup de couches de neurones. Donc c'est-à-dire on a besoin d'utiliser un réseau profond. Alors maintenant, si vous utilisez un réseau profond, il y a plusieurs manières de travailler.
soit vous utilisez ce qu'on appelle un multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron, ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ça, c'est un multi-layer perceptron. C'est-à-dire, vous avez un modèle, ce qu'on appelle fully connected. Fully connected, ça veut dire quoi? Chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche suivante. Alors, fully connected. Hein? Alors ça, vous pouvez travailler avec ça. Mais si vous travaillez avec ce modèle-là, vous allez remarquer que vous n'arriverez pas, vous trouverez des résultats intéressants, mais vous n'arriverez pas à faire ce qui se fait actuellement. Alors c'est la raison pour laquelle il y a d'autres modèles de réseaux neuronaux qui sont utilisés en deep learning. Principalement, c'est CNN. Alors Convolution Neural Network. Alors tout à l'heure, je vais vous expliquer comment fonctionne ce modèle, cet algorithme CNN. Donc je vais vous donner juste une idée. Principalement, vous avez un ensemble de couches. Il y a ce qu'on appelle une couche d'abord de convolution, justement, qui applique un ensemble de filtres pour détecter les caractéristiques de l'image. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une fonction d'activation ReLU que vous connaissez. ReLU, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, les nombres négatifs, il ne les remplace pas des zéros. Comme ça, on va réduire la taille des données. Ça, c'est important. Enfin, déjà, il faut mettre des zéros. Et après, on va faire ce qu'on appelle un pooling. Un pooling, par exemple, l'opération de max pooling, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque groupe de 4 pixels, par exemple, ou bien 8, on va prendre que le maximum. Vous prenez un groupe de 8, par exemple, 2 pixels fois 2 pixels, vous prenez le max. Alors, quand vous prenez le max, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes en train de prendre que les valeurs les plus importantes, c'est-à-dire les informations les plus pertinentes. Alors, si vous faites ça, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que vous êtes en train de réduire la taille des données. Et avec ça, ça veut dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous voyez, donc ça, c'est un peu ça. À la fin, on va obtenir dans les dernières couches, on n'a pas besoin de créer beaucoup de neurones, mais on va créer un simple modèle fully connected à la fin pour faire une classification. Alors tout à l'heure, je vais revenir sur ça parce que pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'imagerie, notamment principalement les vidéos, le signal et deep learning, souvent ils ont besoin de connaître un peu ce modèle. Est-ce que c'est clair? Bon, alors maintenant, c'est l'occasion. Alors CNN. Bon, CNN, donc en apprentissage profond, un réseau de neurones convolutionnel ou bien un réseau de neurones en convolution, c'est quoi? C'est un type de réseau de neurones artificiel dans lequel le motif de connexion entre les neurones est inspiré de quoi? Des cortex visuels des animaux. C'est-à-dire que les animaux, la manière avec laquelle ils détectent les caractéristiques des objets, c'est-à-dire, on va dire biologiquement, c'est le même concept qui est utilisé au niveau des réseaux de neurones. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'un CNN se compose de différentes couches. D'abord, comme je disais, il y a la couche de convolution qui consiste à appliquer un filtre de convolution à l'image pour détecter les caractéristiques de l'image. Ensuite, il y a une couche de correction. Alors, c'est une fonction d'activation ReLU qui se vont utiliser. Ça peut changer. Ensuite, il y a des couches de pooling qui consistent à réduire la taille de l'image. Généralement, on va prendre le max ou bien le min, tout dépend des applications, la moyenne des pixels. L'essentiel, c'est qu'il faut réduire le nombre d'images. Et après, à la fin, il y a ce qu'on appelle une couche fully connected, c'est-à-dire une couche entièrement connectée parce qu'on va faire la classification comme je vous ai montré tout à l'heure. À la fin, il va me donner est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un être humain, est-ce que c'est une moto. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de faire une classification. Ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser une couche fully connected ou bien entièrement connectée. Alors, comment ça marche? Alors, en fait, j'ai pris un exemple qui est très qu'on est dans la littérature. Alors, regardez. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez une image. Par exemple, ici, supposons je voudrais créer un modèle qui permet, je lui donne une image, je vais dessiner soit X, soit O. Je vais écrire O ou bien X, et après, il va me dire, est-ce que c'est un X ou bien c'est un O? Bon, c'est une image. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, le réseau CNN. Donc, j'ai besoin d'une convolution, une couche ReLU, convolution ReLU, pooling, convolution ReLU, pooling, fully. Donc, je peux le répéter ça plusieurs fois. Donc, à la fin, vous avez fully connected, c'est-à-dire dans lequel vous allez obtenir ça. Alors, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cas de convolution. Alors, j'ai une image. Je lui donne par exemple un X. Alors, j'imagine qu'un X pour moi, c'est une matrice dans laquelle vous avez, en fait, ici, vous avez des 1, n'est-ce pas?
Alors ici, donc, c'est-à-dire ce qui est en noir, c'est pour moi la valeur c'est moins 1. Ce qui est en blanc, c'est la valeur 1. J'imagine, c'est une image binaire, soit 1, soit moins 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour d'abord la première couche, la couche de convolution. Alors, dans la couche de convolution, on a besoin de prendre ce qu'on appelle un kernel, un filtre de convolution. Alors, par exemple, ici, je vais prendre un filtre. De quelle dimension? 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3. Et après, ici, dans ce filtre, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement, il y a 3 pixels qui sont en blanc. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais chercher dans l'image quelles sont les différentes parties de l'image là où j'ai ce motif-là. Je vais chercher dans l'image quelles sont les différentes parties de l'image où j'ai cette forme. Alors, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va faire ce qu'on appelle l'opération de convolution. Alors, je prends cette matrice-là, je vais d'abord la multiplier par cette matrice de l'image. Ce n'est pas un calcul matriciel, c'est un produit de convolution, c'est-à-dire point à point. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir? C'est 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle le produit de convolution. Alors si je fais ça, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc si vous faites ce calcul-là, vous allez obtenir une valeur par exemple égale 0,78. Je vais mettre là la valeur 78. Et après je vais déplacer le filtre, le kernel. Je vais le déplacer. De combien? Ça c'est ce qu'on appelle stride. Stride, c'est-à-dire à chaque fois que je glisse la fenêtre de convolution, je vais le déplacer d'une seule colonne ou bien d'un seul pixel, n'est-ce pas? Alors je le déplace, je fais la même chose. Ça me donne cette valeur. Je le déplace, je le déplace. Et vous faites le travail, regardez. Donc ça c'est un travail. Alors si vous faites ce travail-là, je le déplace, je fais la convolution. À la fin, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, regardez ici. Alors regardez là. Là, je n'ai pas un 1. Pourquoi? Parce que dans cette partie-là, ce motif-là, c'est-à-dire il n'a pas trouvé ce motif. N'est-ce pas? Mais pratiquement, il y a 0,78. Ça veut dire qu'il est proche. Il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Là, il n'y a pas. Mais regardez par exemple quand il arrive là, ici. Là, il a trouvé un motif. Si vous faites le calcul, ça va vous donner quoi? 1. Parce que 1, 1, 1, 1, et les autres c'est des moins 1, comme c'est pair, etc. Ça va vous donner 1. Donc ça veut dire quoi ici? Donc je viens de détecter, c'est-à-dire le filtre, il vient de détecter, à partir de ce point-là, c'est-à-dire de ce point-là, il y a ce motif. Et je continue. Là aussi, il a trouvé le motif. N'est-ce pas? Je fais le travail. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un motif. Vous voyez donc ici, il l'a trouvé. Ainsi de suite. Donc, alors si vous faites tout ce passage-là, tout simplement vous avez appliqué un filtre de convolution. Alors là, j'ai choisi un kernel, mais maintenant, j'ai besoin d'utiliser un autre kernel. Donc j'ai besoin de détecter d'autres motifs. Alors si vous avez fait ça d'abord pour le premier kernel, l'étape suivante c'est quoi? C'est la fonction d'activation. On va corriger. C'est la correction. Alors pour cela, on va appliquer ReLIO. Donc voilà ce que j'ai obtenu ici. Donc vous voyez donc la couche de convolution, voilà ce qu'il me donne. Ensuite, je vais appliquer la fonction d'activation ReLIO, Rectified Linear Unit. Alors je vous rappelle que ReLIO, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, tout ce qui est négatif, il va le remplacer par des zéros. Tout ce que vous avez en rouge, c'est des zéros. Donc, l'activation. Ça, c'est CNR. Alors, ensuite, c'est quoi l'étape suivante? C'est le pooling. Maintenant, vous voyez donc la première couche. La deuxième couche, c'est ReLIO. Maintenant, le pooling. Alors, le pooling, qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. On va essayer donc de prendre un kernel. Donc, c'est à vous de choisir le size. Alors, ici, par exemple, j'ai un kernel 2 x 2. C'est-à-dire 2 pixels x 2 pixels. Et après, ici, qu'est-ce que je prends? Je prends ce kernel-là, je le mets là. Et qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Je vais utiliser, souvent on utilise ce qu'on appelle le max pooling. Max pooling, ça veut dire quoi? Pour ce groupe de pixels, vous cherchez le max. Ça veut dire le max, c'est quoi? Ça veut dire que je vais garder que les pixels qui sont proches du motif. C'est-à-dire les positions, c'est-à-dire les informations les plus pertinentes, si vous voulez. Alors, dans ce cas-là, quel est le max ici? C'est 1. Et après, je vais déplacer. De combien?
Alors cette fois-ci, je ne vais pas déplacer de stride, c'est pas 1, c'est 2. Alors parfois vous pouvez utiliser 1, donc c'est juste pour vous dire quand vous allez programmer avec les frameworks de machine de deep learning, ça c'est des paramètres que vous devrez donner. Alors combien stride, combien le filtre de convolution, la taille, est-ce que vous voulez utiliser 4x4, 2x2, etc. Donc tout ça c'est important. Et vous faites le même travail, regardez. Pour chaque groupe de pixels, vous prenez le max. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une nouvelle image, mais qu'est-ce qu'il contient? Il contient les informations les plus importantes. Donc ça, c'est l'idée du max pooling. Mais en même temps, on vient de réduire l'image. Au début, il y avait beaucoup de pixels. Maintenant, il y a un certain nombre d'informations qui sont pertinentes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'abstraction de l'image. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand vous regardez quelqu'un, comment vous arrivez à reconnaître votre ami? Est-ce que vous lisez tous les pixels, etc. Vous regardez, vous dites c'est vous. Mais finalement, qu'est-ce que vous retenez? Vous faites l'extraction des caractéristiques, vous prenez les yeux, je ne sais même pas ce qu'on prend, mais en tout cas, on arrive facilement à reconnaître les gens. Mais l'essence, c'est quand vous regardez quelqu'un, votre cerveau, il fait l'extraction des caractéristiques et directement vous dites c'est monsieur tel, c'est monsieur tel. C'est exactement ça. CNN, il s'est basé sur ce principe et particulièrement sur notamment ce qui se passe pour les animaux. Donc ça, c'est biologiquement, c'est assez connu. Alors, maintenant, on a fait ça pour... il y a combien... Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire ça uniquement pour convolution, ReLU, quoi d'autre? Max pooling. Je dois refaire la même chose, mais une autre fois. Parce que convolution. Alors, je vais prendre un autre filtre. Au départ, j'ai pris ce filtre-là. Maintenant, je vais prendre ce filtre. C'est-à-dire, je vais déterminer, quel est l'endroit de l'image où je trouve, par exemple, ce filtre-là. Je fais la même chose. Et ça me donne quoi? Donc, je le fais glisser comme tout à l'heure. C'est pas la peine de reprendre la même démo. Et à la fin, donc, ce filtre, il me donne ça. Et ce filtre, il va me donner ça. Donc, vous faites pour chaque filtre, convolution, ReLU, pooling, convolution, ReLU, pooling, etc. Et ça va vous donner ça. Alors, une fois que vous avez ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous le refaites plusieurs fois, vous allez obtenir pour chaque filtre, vous allez obtenir quelque chose important. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle, on va aplatir. Alors, cette image-là, on va la transformer en vecteur. Parce que d'ailleurs, les images, ils sont souvent sous forme d'un vecteur. Si vous regardez le 1, il est là. 0,33, etc. Ce 1-là, il est là. Donc, après, quand on va stocker les images, on va les stocker ligne par ligne ou bien colonne par colonne. Là, on va en parler encore. La manière de stocker des images dans un vecteur, il existe plusieurs techniques. Mais en tout cas, donc, je fais ce qu'on appelle une opération flatten. Flatten, ça veut dire quoi? C'est aplatir l'image. L'image, il devient vecteur. Donc, cette image-là, je la mets là. Et l'image suivante, je la mets dans le même vecteur. Donc, j'obtiens, soi-disant, maintenant, mon modèle, au départ, j'ai 1 million de pixels en entrée. Maintenant, j'ai combien de pixels, combien d'informations en entrée? Pas beaucoup. Donc, c'est comme si je viens de faire le travail que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai un expert qui a détecté les caractéristiques. Maintenant, notre classifieur, donc on va créer maintenant un fully connected. Fully connected, c'est pour faire la classification. Donc, je prends maintenant c'est-à-dire mes données. Alors, ici, il y a combien de neurones en sortie? Ici, donc, j'ai 2 neurones en sortie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir est-ce que c'est un X ou bien c'est un O. Donc, j'ai 2 classes, soit X, soit O. Donc, j'ai un fully connected. Il dit que donc, avec ça, une fois que vous prenez, vous dessinez, vous avez beaucoup d'images avec X, vous les dessinez n'importe comment. Vous dites ça c'est un X, ça c'est un X, ça c'est un X. Ça c'est l'apprentissage. Donc, forcément, il va déterminer donc ces poids de... Ça, c'est les poids qu'il va déterminer au niveau de l'entraînement. Une fois que vous avez fait ça, après, par la suite, une fois qu'il est entraîné, vous dessinez un ordre quelconque, il vous dit ça c'est un O, ça c'est un X. Alors, vous n'êtes pas censé l'écrire de la même manière avant, mais si vous l'écrivez, il sait que c'est un O. Tout simplement, pourquoi? Comment il va le savoir? Eh bien, tout simplement parce qu'il passe toujours par ces opérations. Est-ce que c'est clair? Alors ça, pour les gens qui n'ont... parce que Deep Learning, automatiquement, à 90%, 98%, il faut utiliser des algorithmes de Deep Learning comme CNN, RNN, il y en a d'autres. N'est-ce pas? Alors, si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, ce n'est pas la peine de parler de Deep Learning. Parlez de Machine Learning d'une manière générale. Alors,
maintenant, ça c'est juste entre parenthèses. Donc ça c'est les concepts de base. Alors maintenant, juste avant de passer au framework de machine et deep learning, maintenant ça c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Alors dans le domaine de la recherche scientifique, il y avait une période d'incertitude concernant l'intelligence artificielle. Alors c'est quoi le problème? Alors pour avoir un modèle qui représente la réalité, il faudrait faire beaucoup de choses. D'abord, il faut choisir le bon type de modèle. Est-ce que c'est un multilayer perceptron, CNN, RNN, etc. Il faut choisir le bon nombre de couches. Mathématiquement parlant, ne cherchez pas une formule qui va vous dire vous choisissez 50 couches ou bien. Alors souvent, c'est par l'expérience, beaucoup d'expérimentation que vous allez déterminer quel est le nombre de couches adéquates qu'il faut utiliser pour représenter mieux le modèle. Donc ça veut dire quoi? Au départ, vous dites j'ai 5 couches, j'exécute, ça ne marche pas très bien, vous allez ajouter une couche. Donc ça veut dire déjà au niveau de l'exécution, ça prend beaucoup de temps. Le nombre de neurones adéquats pour chaque couche. La bonne fonction d'activation, ReLU, sigmoid, Teenich, etc. Le nombre de filtres à utiliser, de convolution, la taille de chaque filtre, la bonne valeur de la vitesse d'apprentissage. Il est entre 0 et 1, mais vous allez choisir une valeur et après, il faut choisir la bonne valeur. La bonne fonction perte, parce qu'en fait, pour minimiser, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'erreur. Et pour moi, tout à l'heure, l'erreur, c'est quoi? C'est la sortie moins ce qu'on appelle target. Output moins target. Mais en réalité, l'erreur qu'on considère, c'est pas ça. Parfois, on peut utiliser d'autres fonctions qui représentent l'erreur. On peut par exemple ce qu'on appelle loss function, mean squared error, cross entropy. Donc il existe des fonctions qui permettent de déterminer une erreur à minimiser. Donc tout ça également, c'est des fonctions qu'il faut choisir. Il faut choisir le bon algorithme de rétropropagation du gradient. Stochastic gradient descent, Adam, il y a beaucoup d'algorithmes. Et surtout, il vous faut un dataset. Il vous faut le bon dataset. Parce que vous voulez faire l'apprentissage supervisé, si vous n'avez pas un bon dataset, si vous n'avez pas les bons exemples sur lesquels vous allez vous baser pour faire l'apprentissage, alors finalement, c'est difficile de trouver le modèle qui est adéquat. Et après, c'est que dans la phase d'apprentissage, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, je vous dis bien, il y a quelques années, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, donc ces algorithmes de l'intelligence artificielle, les gens n'y croyaient pas. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui faisaient de la recherche dans ce domaine, ils ont quitté le domaine, ils sont partis ailleurs. Ils ne faisaient plus donc ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on croyait que les réseaux de neurones, avec les ordinateurs qui existaient à l'époque, il n'y avait pas les architectures parallèles, il n'y avait pas les GPU. Je vais en parler, parce que ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup la chose. Ben, il dit quoi donc il y avait une période d'incertitude. Alors, mais par contre, les chercheurs savent très bien que la solution des réseaux de neurones viendrait des systèmes parallèles et distribués. Viendrait du calcul de haute performance. Alors maintenant, peut-être dans le futur, il y a l'ordinateur quantique, n'est-ce pas, dont on parle. Ça va chambouler encore les choses. Mais en attendant cette machine-là la plus rapide, ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, il fallait attendre des solutions. Alors c'est pour cela, donc, je vais vous parler d'abord ce qu'on appelle des catalyseurs de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y avait une période d'incertitude, mais à partir de quelques années, ben, on commence à voir que tout le monde se met encore à ces réseaux de neurones, mais après, et ça c'est un grand problème, parce que quand vous allez souvent, quand vous allez, surtout vous êtes des doctorants, et les gens qui travaillent toujours avec les réseaux de neurones, etc., mais souvent les anciens qui ont travaillé avec ça, ils vont vous dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste. Ben, il faut juste avoir les arguments. Il faut savoir que si aujourd'hui vous faites le deep learning, c'est automatiquement, c'est dans cet écosystème dont je vais vous parler. Alors d'abord, il y a les architectures parallèles. Alors c'est quoi une architecture parallèle? Un ordinateur parallèle ou bien une architecture parallèle, c'est un ordinateur qui dispose de beaucoup de microprocesseurs. Alors les ordinateurs que vous utilisez maintenant, vous trouverez 4 cœurs, 5 cœurs, mais on va dire que ce n'est pas vraiment des architectures massivement parallèles. Mais il faut savoir une chose, c'est que
NVIDIA, avant 2010, il y avait une carte graphique qui était utilisée par les amateurs de jeux vidéo, qui s'appelait NVIDIA. Avant 2010. C'est-à-dire, si vous êtes de la génération avant, si vous étiez un amateur des jeux, d'ailleurs, les gamins, souvent, quand ils demandent aux parents d'acheter un ordinateur, papa, s'il te plaît, si tu achètes un ordinateur, il me faut une carte NVIDIA. Ben, on ne savait pas que ce NVIDIA-là, cette carte graphique, ça allait résoudre un grand problème par la suite pour même le calcul scientifique. Donc, déjà avant 2010, il y avait une carte graphique NVIDIA qui contient ce qu'on appelle les GPU. Alors, c'est quoi GPU? Graphical Processing Unit. C'est les unités de calcul graphique. C'est quoi une carte graphique GPU? C'est une carte graphique qui contient des milliers de petits microprocesseurs. Et des milliers, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est des milliers de petits micros qui sont très petits. Ils font des opérations élémentaires. Mais à l'époque, ils étaient utilisés uniquement pour l'accélération des rendus graphiques. Les animations 3D, les jeux vidéo et tout ça, pour faire les calculs, au lieu d'utiliser le CPU pour faire ce calcul, ben, tout simplement, c'est la carte graphique qui fait les calculs. Donc au départ, ils étaient faits uniquement pour faire le calcul graphique. Mais à partir de 2010, NVIDIA a ouvert son GPU pour ce qu'on appelle GPU. General Purpose Graphical Processing Unit. Alors, en fait, NVIDIA, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un langage de programmation qui est basé sur le langage C qui s'appelle CUDA. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître également si vous faites du deep learning, parce que sinon, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors CUDA, c'est quoi en fait? NVIDIA a créé CUDA, un langage qui est basé sur le langage C. Alors pourquoi le langage C? Parce que il n'y a pas mieux que le langage C pour faire des calculs bas niveau, donc c'est pour cela qu'il était très utilisé. Donc, ça veut dire quoi? À partir de 2010, si vous voulez faire des calculs parallèles, vous voulez faire des calculs parallèles en utilisant les GPU dans n'importe quelle application. Ça peut être les réseaux neuronaux, ça peut être une application n'importe laquelle. Si vous voulez faire des calculs matriciels notamment, des calculs qui prennent beaucoup de temps, l'inverse de matrice, calculer le produit de matrice, vous savez, si vous voulez le faire, c'est des calculs assez coûteux. Alors si vous voulez le faire, vous avez besoin de connaître à l'époque, il y a un langage qui s'appelait CUDA. C'est une API qui est basée sur le langage C. Si vous l'utilisez, vous pouvez prendre des données, vous les envoyez vers le GPU, vous faites les calculs dans les GPU et vous revenez vers le CPU. Vous faites des va-et-vient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, les chercheurs dans ce domaine, tout simplement, à partir de 2010, les choses ont beaucoup changé parce que tous les problèmes qui prenaient beaucoup de calculs, généralement, vont commencer à utiliser ces GPU. L'implémentation de l'algorithme X dans les GPU, l'implémentation de l'algorithme Y dans les architectures par les GPU. Donc, l'implémentation sur les architectures parallèles, ça devient quelque chose de très utilisé. Et particulièrement, les réseaux neuronaux. Alors, à ce niveau-là, il y a Google, que vous connaissez, dans ses laboratoires de recherche, parce que Google, quand il fait des choses, il ne va pas chercher à faire des articles ou bien publier. Ça ne m'intéresse pas. Parce que nous, souvent, on se casse trop la tête. Au final, pour avoir un article, il est accepté, il n'est pas accepté, il est accepté, il n'est pas accepté. Est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer, etc. À la fin, vous publiez, quand il est publié, vous êtes très content. En tout cas, Google, ce n'est pas ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Google? Tout simplement, dans ses laboratoires, vous savez que les algorithmes de réseau neuronal dont je vous ai parlé, si vous voulez utiliser l'algorithme de rétropropagation des gradients, il faut faire des opérations, ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, calcul matriciel, le produit, l'inverse. Et ça consomme beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il a fait Google? Il a tout simplement développé une implémentation parallèle de tous les algorithmes de l'algèbre linéaire basés sur CUDA. Donc ça veut dire que si vous avez une machine qui contient une carte graphique NVIDIA, tout simplement, ça fait très, très rapide. Donc, une fois qu'il a fait ça, il a créé ça, tout simplement, il a créé le framework que vous connaissez qui s'appelle TensorFlow. Donc, TensorFlow, il vient d'où? Tout simplement, dans la base, c'est l'implémentation parallèle sur une architecture basée sur CUDA, notamment les GPU de NVIDIA,
la parallélisation des algorithmes de l'algèbre linéaire. Et après, à nouveau, quand il a créé ça, et bien tout simplement, et bien, tout le monde se remet encore vers les réseaux de neurones. Tout ce qui était impossible devient possible. Donc vous voyez, donc ça a commencé à partir de ça. Mais en fait, NVIDIA, il n'est pas le seul dans le marché. Il y a son concurrent, c'est AMD, qui a créé la carte Radeon. Il y a Intel également qui a créé des GPU, mais qui sont des circuits intégrés dans le CPU, mais ils sont utilisés uniquement pour les logiciels de bureautique. Vous les utilisez. Quelqu'un qui a donc en fait, des microprocesseurs Intel. Alors, il y a un problème. CUDA. CUDA, on l'utilise uniquement pour le matériel de NVIDIA. C'est natif. C'est-à-dire, si on utilise CUDA, ça veut dire que vous avez une carte graphique de NVIDIA. Mais si vous avez une carte graphique de AMD, GPU, c'est toujours des GPU, vous ne pouvez pas utiliser CUDA. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a un autre standard qui a été créé qui s'appelle OpenCL. Donc, c'est quoi la différence entre OpenCL et CUDA? C'est qu'avec OpenCL, c'est cross-platform. Si vous y faites des OpenCL, ça veut dire que ça va marcher pour NVIDIA, ça va marcher également pour AMD. Et après, il y a OpenGL. C'est pour les systèmes embarqués. Dans les systèmes embarqués, on a créé également un standard OpenGL qui est fait pour le calcul parallèle sur les systèmes embarqués. Ça, il faut le savoir également. Et après, ça c'est important, WebGL. Récemment, il y a 2 années. Alors WebGL, ça veut dire quoi? Dans le navigateur, vous utilisez Internet Explorer ou Chrome, n'est-ce pas? Dans votre browser, avec du JavaScript, on peut accéder au GPU. Donc, c'est-à-dire si l'utilisateur dispose d'une carte graphique GPU, à partir du navigateur du browser, avec du JavaScript, on peut accéder au GPU. Ça veut dire qu'on peut accélérer énormément les calculs. Grâce à quoi? Grâce à WebGL. C'est grâce à WebGL qu'il y a une nouvelle version de TensorFlow qui a été créée qui s'appelle TensorFlow JS. TensorFlow JS. JS, ça veut dire Java. Et c'est pour cela, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est TensorFlow JS. Parce que ça, en fait, c'est quelque chose qui va... Maintenant, qu'est-ce qui va changer? Il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est qu'avec TensorFlow JS, avec WebGL, on peut faire du machine et deep learning côté navigateur. Si vous avez un smartphone, un téléphone, je peux utiliser les applications basées sur du JavaScript et votre téléphone, c'est-à-dire on peut utiliser les fonctionnalités de l'intelligence artificielle dans les systèmes web côté client, mobile et les systèmes embarqués. Alors voilà la raison pour laquelle donc, le séminaire que je suis en train de vous faire, ça concerne comment développer les applications de machine et deep learning que vous pouvez exploiter, soit dans votre recherche, parce que je sais que la majorité d'entre vous voient parfois que publier des articles, je soutiens ma thèse, après on va voir ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Ça arrive, ça peut être utilisé pour ça. À la rigueur, si c'est pour ça, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser tout cet écosystème, mais surtout pour l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez créer des applications innovantes, quand vous avez une solution qui marche bien, à un moment donné, vous dites, j'ai utilisé Python, j'ai créé mon système, l'apprentissage, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Comment je peux le mettre dans une application mobile, ou bien dans une application web, ou bien dans un système embarqué? Parce qu'au final, le consommateur, quand vous lui vendez des produits, c'est-à-dire vous allez vers un industriel, finalement, il va vous dire que ça, ce que vous faites, c'est bien, mais il faut qu'on l'implante dans une application mobile, ou bien une application web, ou tout simplement un système embarqué. Alors, juste avant de m'arrêter sur la pause, il faut juste que vous... donc, les GPU, il y a beaucoup de matériel. Vous pouvez acheter un GPU à partir de... Parfois, vous ne l'achetez pas parce que quand vous achetez votre ordinateur, vous avez NVIDIA. Et donc, si vous voulez acheter un ordinateur, c'est très simple. Cherchez, est-ce que vous avez un GPU? Soit NVIDIA ou AMD. De préférence NVIDIA. Ça va avec votre ordinateur portable. Souvent, on ne le sait pas, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est quelque chose qui fait la différence. Sinon, maintenant, dans les laboratoires scientifiques, alors les GPU qui viennent avec des machines comme ça, ce n'est pas très puissant. Vous pouvez avoir des GPU de 2000 dirhams, 3000, etc. jusqu'à des GPU de... combien ça? 30 000 dirhams. Alors voilà un exemple de machine. Dans les laboratoires de calcul scientifique, on a besoin de ce genre de machine pour faire du deep learning.
Si vous allez chez Facebook ou Google, vous trouverez un data center qui est basé uniquement sur ça. Alors c'est quoi ça? Ben, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, mais dans lequel il y a des cartes GPU. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 GPU. Ça, c'est des machines de calcul de haute performance. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire, les gens qui font du deep learning, c'est pour dans la phase d'apprentissage, si on n'a pas ça, ben vous lancez votre ordinateur et vous allez 2 jours et vous revenez pour voir est-ce qu'il a terminé ou pas. Donc, juste, pour ça, juste, il faut le savoir. Alors, souvent, on a besoin des GPU dans les laboratoires de calcul. Et souvent, les gens qui sont conscients, ils font ça. Mais il faut savoir une chose, il y a Stamatis qui... Stamatis je voulais juste... Enfin, c'est un autre collègue de la Grèce qui m'a informé que NVIDIA, il offre des cours gratuits, la possibilité de suivre des cours et d'utiliser du matériel gratuitement c'est-à-dire vous pouvez utiliser donc des architectures de NVIDIA, mais d'une manière gratuite. C'est-à-dire vous voulez faire du calcul de haute performance, vous pouvez le faire. Bon, il y a une procédure à suivre. Alors nous-mêmes à l'INSET, on va essayer donc d'explorer cette possibilité. Ben, autrement, il faut toujours se déplacer dans là où vous avez des machines comme ça. Mais sinon, si vous faites du machine learning, c'est-à-dire si vous n'avez pas un problème d'image, vidéo, qui consomme beaucoup c'est-à-dire là où il y a du deep learning, vous faites du machine learning, vous n'avez pas besoin des GPU. C'est-à-dire pour un simple ordinateur peut suffire. Enfin, de la preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui travaillent du machine learning sans utiliser les GPU. Voilà. Alors, donc, en principe, en fait, donc, juste après, je vais passer à la partie framework, mais je ne vais pas. Donc, le plus important, le catalyseur, le plus important, ce qu'il faut retenir, qui a redynamisé donc, ce système de machine deep learning, c'est quoi? C'est les architectures parallèles et parallèles. C'est GPU. Mais après, il y a les systèmes distribués, il y a une évolution dans les applications web et mobiles, le big data, les algorithmes de machine et deep learning, il y a des algorithmes, et il y a des frameworks de machine et deep learning, il y a le cloud, il y a les réseaux télécoms, 3G, 4G, 5G, etc. Bon, ça c'est une évolution. Alors toute cette évolution-là, avec l'open source également, alors toute cette évolution, c'est grâce à cet écosystème qu'aujourd'hui, c'est comme ça que vous pouvez dire, c'est grâce à ça que l'intelligence artificielle devient une réalité maintenant. Et ça va se pratiquer, les pratiquer pratiquement, c'est-à-dire au niveau des entreprises. À l'époque, quand vous parlez à une entreprise d'intelligence artificielle, ils vont vous dire non, c'est même pas la peine. L'intelligence artificielle existait uniquement chez les scientifiques qui faisaient de la recherche. Maintenant, la réalité, c'est que l'intelligence artificielle, elle est pratiquement implantée dans toutes les applications des entreprises. Et vous-même, vous devrez savoir ça. Si vous faites la recherche, vous devrez le savoir. Parce que si vous êtes un chercheur, vous serez un jour un enseignant-chercheur. Et si vous êtes un enseignant-chercheur, vous allez enseigner des ingénieurs. Et les ingénieurs, ils vont à l'entreprise. Là, vous allez pas donc il faut tout ça, il faut que ça soit... Vous n'êtes pas obligé d'être spécialisé dans le domaine, mais c'est des connaissances qu'il faut, à mon avis, connaître. Bon, tout à l'heure, après la pause, donc je vais revenir sur ça. C'est-à-dire sur les frameworks de machine et deep learning, et après on va essayer donc de parler maintenant comment. Ça c'est un peu les concepts. Voilà, merci pour votre attention.